Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notamment notre compte Twitter. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios, et Christophe Auberger, qui est Security Evangelist de Fortinet. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Également à nos côtés, Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour mon cher Alain. Aujourd'hui, on parle d'une filiale du groupe Dassault. Elle est à l'honneur, elle est très très brillante. Absolument. Cette filiale, c'est 3DS Outscale. Et on va s'intéresser à notre jeune Nicolas Hérault, parce qu'il est tout jeune, il est né en 1994 à Versailles. Versailles, c'est la splendeur de la France, c'est le roi soleil. Est-ce que c'est pour ça que vous aviez dans l'idée, tout jeune, un peu des rêves de grandeur et de tutoyer, comme on dit, les étoiles et de devenir astronaute, qui pour vous est un subtil mélange entre la science et le rôle d'aventure? Eh ben, j'avais jamais fait ce parallèle, mais c'est effectivement peut-être... Aller dans les astres, et ben voilà. À quel moment, dans ces rêves de môme, l'informatique s'est glissée dans votre parcours? Oh bah... Dès le début, je pense, vraiment. Vous êtes né avec? Je suis fils d'informaticien. Ah oui. Voilà. Et très vite, j'ai eu un ordinateur. Ça m'a servi à faire des jeux, il faut le reconnaître. Et puis, il y avait un contrôle parental qui m'énervait un peu, que j'ai réussi à contourner. Puis, il y en a eu un second que j'ai réussi à contourner. Et puis, petit à petit, ça a beaucoup agacé mon père. Et puis, quand j'ai cassé l'ordinateur, il m'a dit « à toi de le réparer ». Et puis j'étais dans de beaux draps. Et ben voilà, vous l'avez réparé quand même? Je l'ai réparé, et ça m'a fallu plus de temps que ce que j'aurais souhaité, et puis la leçon était apprise. Ben voilà, mais comme vous l'avez réparé, vous avez pu poursuivre ce qu'on appelle une licence d'informatique, là c'est à Versailles. Ensuite, vous allez partir à l'université de Valenciennes. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette université de Valenciennes? C'était nouveau? C'était l'opportunité de faire une formation qui ressemblait exactement à ce que je voulais. On était la première promotion d'un master qui commençait tout juste. Donc c'était à la fois l'opportunité d'avoir déjà un programme qui, de base, me convenait pas mal, puis de pouvoir participer, échanger avec les professeurs autour de ce qu'on constatait dans le milieu professionnel, ce qu'on constatait dans l'actualité. Et ça a été une super opportunité d'avoir ces discussions-là dès le début et de pouvoir adapter la formation à ce qu'on voulait. Alors finalement, pour un jeune gosse qui a cassé un ordinateur, on vous retrouve quand même avec Bac+5. C'est pas mal. Papa est fier quand même? Papa est plutôt fier, je crois. J'en sais rien. Salut, quel est son prénom? Laurent. Salut voilà. Laurent, bravo pour ton fiston. Et ben voilà. Alors Nicolas, avec ce bagage, Bac+5 et cette agilité au niveau de la technologie, vous avez eu du mal à trouver un premier boulot? Non, parce que j'arrive dans un secteur où il y a plus de portes ouvertes que de gens pour y toquer. Donc j'ai même plutôt eu l'opportunité de choisir une entreprise dans laquelle je retrouvais mes valeurs, je retrouvais un projet qui me correspondait pour moi et pour la société. Donc pour l'instant, premier job, vous êtes toujours dans la même société et vous avez gravi un peu les échelons quand même. Ouais, alors les échelons... Vite même. Les échelons, c'est vrai, et surtout les objectifs. C'est-à-dire que je suis rentré administrateur, donc avec plutôt une vision de comment on construit. Puis j'ai géré un SOC avec plutôt une vision de comment on défend. Et puis me voilà RSSI avec plutôt une vision de comment on organise une stratégie. Et donc la société filiale du groupe Dassault Systèmes, c'est ça? Exactement. En fait, on est une spin-off. C'est comme ça qu'on le décrit. C'est Dassault Systèmes avait pressenti un besoin de développer une offre de cloud souveraine. D'accord. Et donc a donné du budget à notre PDG, Laurent Serreur, pour créer une entreprise et une technologie qui permettent d'y répondre. D'accord. Ça s'est développé, et puis récemment, il y a, quelques années, ils sont revenus investisseurs principal dans l'entreprise, et donc nous sommes maintenant une filiale intégrée de Dassault Systèmes. Et les clients finaux de la société, c'est qui? Un peu tout le monde en fait. Il y a un gros besoin sur le marché, que ce soit pour des startups qui ont des besoins particuliers de souveraineté, pour des grands groupes qui eux aussi ont besoin au moins d'alternatives ou encore de gouvernance. Et puis, petit à petit, et surtout avec notre certification Secnum Cloud, maintenant, on s'adresse en plus à un secteur public qui semblait plus qu'attendre l'offre qu'on propose. Bruno? Alors, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Rapport à tout ce qui est stratégie et qui vous occupe à votre poste de RSSI, j'ai pas pu m'empêcher de noter que la notion de résilience avait
un poids plutôt fort chez vous et dans votre activité. Est-ce qu'on peut parler de pierre angulaire de toute votre activité aujourd'hui ? Pierre angulaire, non, parce qu'on reste une entreprise avec un objectif opérationnel. Néanmoins, oui, dans la stratégie de sécurité, en fait, on parle de la sécurité est un élément de la résilience. L'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on parle de sécurité, facilement, on a la vision sécurité informatique ou sécurité physique. En fait, l'objectif va beaucoup plus loin que ça. On a un enjeu de s'assurer que nos services sont toujours disponibles, puisqu'on est la base des systèmes d'information de nos clients, en tout cas au moins une. On a besoin de s'assurer qu'on est une boîte qui peut continuer à travailler dans des situations sanitaires dégradées, dans des situations économiques compliquées, puisqu'on est gros consommateur énergétique de par notre métier. Et donc, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on est cohérent sur l'ensemble de ces domaines-là, et pas que sur la sécurité informatique, qui est évidemment un élément essentiel aussi. Bruno ? Donc, au-delà de la sécurité informatique, on va vraiment beaucoup plus loin de votre point de vue. On a la fierté, je sais pas. En tout cas, on avait réussi à anticiper, par exemple, le pandémie. Évidemment pas dans les détails de ce qu'on a vécu dans les ces proportions dernières années. qu'on a vécu, oui. Mais c'était déjà un événement qu'on imaginait et sur lequel on s'était préparé. On avait déjà des plans de continuité qui prenaient en compte le fait qu'on serait en effectif réduit, y compris sur des périodes relativement longues. Bravo. Deuxième question, Gaia-X, énorme chantier. Ouais. Comment est-ce que vous avez comment avez-vous démarré, quand vous avez attrapé le train en route, comment vous êtes raccordé à tout ça, comment vous raccrochez à Gaia-X et comment vous rentrez finalement dans cet écosystème-là qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Gaia-X, on est membre fondateur parce que c'est un projet qui correspond exactement à nos valeurs. Aujourd'hui, nous, on a toujours discuté il faut qu'on crée un écosystème sécuritaire pour tout, en fait, pour les entreprises, pour les citoyens, pour l'ensemble d'un marché qui reste à prendre. Gaia-X, il permet de répondre exactement à ce besoin-là, de dire voilà une offre qui est cohérente et qui permet à tout le monde de travailler ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Et puis on attend de voir ce que le projet va donner avec impatience. Christophe ? Très bien, mais merci pour ces explications, c'était intéressant. Moi, j'ai une question, j'imagine que dans le terme de déploiement des différents projets, est-ce que vous avez des exigences de sécurité spécifiques par projet, ou c'est quelque chose qui est globalisé ? Est-ce que vous gérez ça de manière complètement décorrélée et transverse, ou est-ce qu'il y a des exigences particulières par projet ? Nous, on a mis en place la sécurité plutôt systématique, c'est quelque chose qui est assez cher pour moi. On est quand même une petite entreprise, donc on ne peut pas avoir du spécifique à tout moment. Et de toute façon, notre métier, c'est de faire du générique. Du coup, on a mis en place une base en se disant la sécurité doit être prise en compte dès le début du projet. C'est-à-dire quand on initie un projet, la sécurité est impliquée. Et ensuite, à toutes les phases, techniques ou pas, on va aller faire, si ce n'est des validations, au moins un conseil technique, un accompagnement des équipes sur des besoins spécifiques. Et en plus de ça, on a une arme qui est plutôt pratique, on a beaucoup de certifications en sécurité et qui nous donne en plus de ça un cadre dans lequel on doit rentrer et qui nous assure que de toute façon, on n'oublie jamais rien. Christophe ? Oui, vous parliez d'un SOC tout à l'heure. J'aurais aimé savoir qui le pilotait au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est sous ma responsabilité immédiate. C'était un objectif quand on l'a initié, de se dire, en fait, on a étudié même les offres de différents prestataires. Et aujourd'hui, le constat qu'on s'était fait, c'était qu'on avait un métier, en fait, on opère très peu de systèmes différents. On a, nous, notre logiciel métier, et ensuite quelques bases, quelques matériels, mais qui n'étaient pas suffisamment significatifs. Et donc, les offres nous auraient peu permis de facilement monter en niveau et d'avoir une offre qualifiée. On aurait dû fournir beaucoup de travail. Et on s'est dit, tant qu'à fournir ce travail-là, autant le faire nous-mêmes. On le fait en interne, quoi. Et puis maintenant qu'on a un peu d'expérience, la question commence à se reposer de est-ce que quelqu'un n'aurait pas plus de valeur, permettrait de libérer du temps pour nous et se concentrer plutôt sur les alertes de haut niveau que sur le quotidien d'un SOC, qui est finalement bruyant. L'éternelle question.
Exactement. Et alors, combien de personnes vous êtes au sein de la boîte aujourd'hui, Nicolas ? Dans toute l'entreprise, on frôle les 200 collaborateurs et collaboratrices. Et puis en sécurité, on est une vingtaine. Une vingtaine. Alors dites-nous, est-ce que vous prenez quand même un petit peu de temps pour rencontrer des nouveaux fournisseurs, des partenaires, des startups, ou vous êtes focus boulot et vous dites bonjour à personne ? Non, au contraire, c'est complètement un de nos objectifs. On a vu que dans nos valeurs, on a plutôt créé un écosystème, créé quelque chose qui fait du sens et au-delà de notre échelle à nous en tant qu'entreprise, on est pas mal investi autour d'Exatrust, qui est un groupement d'entreprises souveraines. Et puis on a tout un écosystème à nous avec nos clients qui nous permettent de discuter avec des gens qui sont... Et ça enrichit tout le monde. Et ça enrichit tout le monde, exactement. L'escalade, c'est sympa. C'est plus sympa dehors ou dedans ? C'est plus sympa dehors, pardon. Évidemment. Ouais. Vous avez quelques bons souvenirs ? Vous avez fait des frayeurs aussi, non ? Des frayeurs, pas trop, et heureusement. Des bons souvenirs, que ça. D'accord. Et l'alpinisme, c'est pour quand alors ? Parce qu'on attend que ça ici. J'aimerais bien que les frontières rouvrent de manière sûre, et puis avec plaisir. Bientôt, quoi. Et entre le Maroc et le Népal, votre cœur balance ou pas ? Oui, on peut dire ça. Le Maroc, j'y ai vécu et ça a forgé qui je suis et qu'est-ce que j'aime aujourd'hui. C'est un beau pays. Le Népal, c'est plutôt la lune que je vise et peut-être un jour, des plus beaux voyages. Vous connaissez Bruno, Christophe, le Népal ou pas, ou Billy, non ? De nom seulement. Non. Bon, on ira avec vous là. Et alors, avec lui, oui. Côté musique, avec plaisir. 10 ans de violon, c'est votre instrument favori ? C'est mon instrument favori, oui, parce que on est proches, si on peut dire ça. Ça a été le moteur qui m'a lancé dans la musique et avec lequel j'ai pu expérimenter plus que ce qu'on imagine. J'ai fait du jazz, j'ai fait des musiques plus expérimentales aussi. Et puis, j'ai évidemment appris le solfège et ça m'a ouvert d'autres portes ensuite dans la musique. Bon, très bien. Alors, pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation de la blanquette et du bœuf bourguignon, quoi. C'est le confinement qui est passé par là ou non. J'ai commencé bien avant. J'avais une maman qui cuisine très bien. Et puis, quand j'ai déménagé de la maison, j'étais très triste de manger des gratins de pâtes aux pâtes. Aussi. Ah bon. Et du coup, j'ai commencé à faire à manger. Et puis, en fait, les plats en sauce, c'est pas mal. Ça permet de lancer la cuisson, lancer un jeu vidéo et revenir quand c'est prêt. Excellent. Pour noter les recettes, là, on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci également à vous, Billy, Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.